Nous vous accueillons pour le club de la presse de ce jour, le vendredi 11 septembre 2020. Il sonne 11h un peu partout au Togo, à Nero dans le studio de Radio Lumière, à Bassa avec Radio Daoul, Radio Sama FM à Niamtougou sonne également 11h, la même heure qui sonne à la radio Centrale FM à Sokodé, et nous montons à Dapan avec Radio Courtoisie qui affiche également 11h. Quant à vous qui nous écoutez dans différents pays, sous différentes zones, un peu partout en Afrique, dans les Amériques, en Europe et en Asie et dans les îles, nous vous accueillons tous. Et nous vous remercions, vous félicitons pour votre bienveillante fidélité d'écoute à notre messe quotidienne. Messe réalisée par les techniciens Victor Gwekokou, Michel Tomenga et Jérôme Dakoucha. Mais c'est également que nous co-animons avec les homélies des apprentis prêtres de ce jour. Jacques Diakouti, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Merci. Thierry Afanouke de Gapola.net, bonjour. Bonjour Sass et bonjour à toutes et à tous. Et vous savez que depuis 6 mois, nous vous entretenons presque quotidiennement de la riposte nationale au nouveau coronavirus. Aujourd'hui, nous accueillons comme personne ressource Dr Elam Adjodo. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Bonjour à tous les auditeurs. Avec la belle voix, c'est Dr en médecine Elam Adjodo qui est notre personne ressource pour nous entretenir. C'est avec elle et on va faire le point de la riposte nationale au nouveau coronavirus. Et pour diluer un peu l'actualité vers la fin de l'émission, nous accueillons, je suis tenté de dire un fils à papa, David Maubedro Reinhardt, bonjour. Bonjour Sass, très heureux d'être parmi vous. Eh bien, nous connaissons bien votre papa, Kosivi David Reinhardt. Vous êtes son fils. Oui, oui. Et vous avez hérité également de son virus au sport, au foot. Oui, effectivement, c'est le droit du sang et donc je viens partager. Vous avez tout dit, le droit du sang. Merci beaucoup. Au menu de cette émission, nous allons, comme je l'ai déjà annoncé, faire le point de la riposte à la Covid-19. Mais nous allons partager encore et malheureusement une page de nécrologie. Nous allons revisiter l'agenda diplomatique de cette semaine dans notre pays. Et naturellement, le fait Soravana à Doi sera également évoqué dans cette émission. Juste, Jacques, que nous rappelions que nous sommes le 11 septembre aujourd'hui. Il y a de cela exactement 19 ans, en moins de 2 heures, 4 attentats suicides avaient été perpétrés sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Des attentats vraiment sanglants à Manhattan, au centre de Manhattan à New York, à Lincoln et à Shanksville, avec un bilan qui frôlait les 3000 morts. Ces attentats dont le monde entier ne s'est pas encore totalement guéri jusqu'à ce jour. Vraiment, ça me rappelle l'histoire triste effectivement de ce qui s'est passé aux États-Unis. Il faut reconnaître que ce 11, j'étais à Abidjan, en classe même, avec un professeur qui était en train de nous dispenser un cours. Et entre-temps, il est sorti, il est revenu nous dire que ça ne va pas, que l'Amérique a été attaquée. Donc je crois que vraiment c'était horrible, et dire que les États-Unis ont été attaqués, ça c'était de l'imaginable, quoi. Personne n'allait croire que le Grand Amérique devait être attaqué. Mais je crois que ce qu'il faut reconnaître dans le sphère de chaque être que nous sommes, à un moment donné, il faut savoir se dire que je suis faible et celui qui est le plus fort, c'est Dieu. Parce que dire que ce grand ami devait être attaqué même au cœur même de ce pays, personne n'allait y croire. Mais je crois que c'est un passé douloureux et qui nous invite à plus de réflexion
et à se dire que dans ce monde, nous sommes rien. Merci. Juste rappeler que ces attentats avaient été commis alors que le tout nouveau président des États-Unis à l'époque, George Walker Bush, venait juste d'entamer son premier mandat, et les témoins se rendront compte que ces attentats ont beaucoup d'étain sur l'administration de George Walker Bush. Madame Adjoto, nous allons rappeler un autre souvenir. Ça fait exactement 6 mois, c'était le 11 mars 2020, que l'Organisation mondiale de la santé avait décrété la pandémie du nouveau coronavirus. C'est vrai que ça avait commencé en Chine et s'étendait progressivement, mais c'est ce 11 mars dernier que l'OMS avait décrété la maladie comme pandémie. Mais avant cette déclaration, le Togo venait déjà d'enregistrer son premier cas de contamination le 6 mars. C'est d'ailleurs l'objet de votre visite, de votre présence avec nous aujourd'hui, madame. Oui. Au départ, l'OMS avait jugé cette nouvelle maladie comme un problème de santé de portée internationale. Et après avoir analysé les contaminations, les distributions de cette maladie dans la population mondiale, ils ont jugé bon de la requalifier en pandémie. C'est-à-dire que tous les pays, toutes les populations sont à risque, toutes les populations sont touchées et les efforts doivent être en synergie de tous ceux qui sont sur cette planète, tous ceux qui œuvrent en matière de santé ou en matière sociale doivent s'intéresser au problème. C'est pour cela que cela a été requalifié en pandémie et nous y sommes jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, un auditeur nous avait adressé une question au cours de la semaine. Nous y avons tenté de répondre en profane. Eh bien, je vous la retransmets. L'auditeur voulait savoir quelle est la différence entre une épidémie et une pandémie. Une épidémie, au départ, concerne une population donnée dans laquelle une maladie se transmet facilement. C'est-à-dire d'une personne à une autre, on peut contracter cette maladie à travers des voies multiformes. Maintenant, si cette maladie dépasse un pays, dépasse une population, une zone donnée, vers une population plus grande, vers une population, disons la population mondiale, où tout le monde entier devrait s'y intéresser, le monde entier est à risque, on va à une pandémie. Merci. Donc, nous n'avons pas été si maladroits que ça dans notre réponse de journaliste. Merci, madame. Quant à vous, Thierry Afanouke, c'est vous qui avez la lourde charge d'éplucher notre page nécrologique. Commençons par la dépêche que j'ai lue sur votre site, gapola.net. Vous nous informiez que 3 personnes sont mortes, ont trouvé la mort, emportées par des eaux de pluie dans la localité de Korbangou, au nord du Togo. Oui, tout à fait. Ça s'est passé le mercredi. Vous savez que actuellement le nord du Togo fait face à des pluies. Ce n'est pas seulement le nord du Togo, toute la sous-région pratiquement, puisque au Niger, par exemple, il y a de fortes pluies qui s'abattent sur ce pays et il y a des inondations ici et là. Donc malheureusement, la pluie dans la nuit de mercredi à Dapaon a occasionné des morts, en ce sens que il y a un mur qui s'est écroulé et les murs se sont affaissés donc sur des personnes, et dans cet incident-là, 3 personnes ont trouvé malheureusement la mort. Donc hier déjà, ces personnes ont été enterrées, et bien avant cela aussi, il y a la pluie qui affecte les montagnes de la zone. Vous avez certainement connaissance du communiqué du ministère des Infrastructures et du Transport qui informait les usagers de la nationale numéro 1 au niveau de, je crois,
au niveau des monts Aledjo voilà, et de la falaise de Défalé. Tout à fait. Donc, il y a des déviations à observer dans cette zone-là parce que tout simplement, il y a des montagnes qui se sont, une partie de la montagne qui s'est fissurée, donc bloquant la circulation. Donc, par ces fortes pluies, les flancs des monts Aledjo, de la falaise de Défalé, s'affaissent, libérant des roches qui viennent obstruer la circulation. Donc, le ministère des infrastructures informe que ceux qui voyagent dans le sens sud-nord passent par les nouveaux contournements et ceux qui arrivent dans le sens nord-sud prennent plutôt les premières voies. Retournons à Korbongou, qui a enterré ces 3 victimes de la pluie hier. Mais Korbongou, tout comme Dapan, tout comme Nadungu, qui accueille des prières musulmanes aujourd'hui, et puis à la mémoire du désormais feu Aruna Kabresili, l'ancien protocole de Adéman, ancien ministre, grand commis de l'État, qui sera inhumé dans sa terre natale de Nadungu, dans la région, avec l'espoir que les organisateurs de ces funérailles respecteront les mesures barrières par ces temps de pandémie. Sinon ils doivent s'en tenir à un décret du chef de l'État les sanctionnant juste pour amuser la galerie. Je crois qu'aujourd'hui, les prières musulmanes seront dites pour l'ancien ministre Pabré. C'est un grand commis d'État. J'ai eu à le pratiquer, à le fréquenter. C'est quelqu'un qui est ouvert et non, c'est normal. Entre vous les gros. C'est quelqu'un qui a servi beaucoup ce pays. Je crois que son heure est arrivée et il est parti. Il nous a juste dévancé, que la terre lui soit légère. Et j'ai vu à la TVT hier un de ses grands amis, Pascal Boudjona, qui était au pupitre et qui lui rendait hommage. C'est tout à fait normal. Je crois que le gouvernement s'est mobilisé également pour l'accompagner dans sa dernière demeure. L'amitié devrait résister à certaines péripéties de la vie. Nous terminons la nécrologie avec un nouveau deuil qui vient de frapper et le Togo, le monde universitaire, la CET et le pays Bassa. Le désormais professeur Nyandé Djeteli n'est plus. Il est allé dans la fleur de ses 60 ans. Nyandé Djeteli, qui fut enseignant-chercheur, professeur titulaire de physique à l'université de Lomé. Entre-temps, il a passé 4 ans à la tête de la CET, 2012-2016. Eh bien, depuis hier, Djeteli, Nyandé n'est plus. Thierry? Oui, tout à fait. Je crois qu'on a appris hier l'information sur les réseaux sociaux. Bien avant la CET, je crois il était à l'office du BTS. Il a marqué son temps et malheureusement son passage à la CET n'a pas été du tout rose, mais il a fait ce qu'il peut. Nous lui rendons hommage et que la terre également lui soit légère, voilà. Merci beaucoup. Et nos condoléances à la famille. Merci. Eh bien, Jacques, pour clôturer tout ça, la pensée du jour avec le grand savant, prix Nobel de physique Albert Einstein, qui avait écrit, je cite, « La mort n'est pas la pire chose. Et la pire des choses, c'est ce qui meurt en nous quand nous vivons encore. » Encore une fois, il écrit que la mort n'est pas la pire chose de la vie. Le pire, c'est ce qui meurt en nous quand on vit encore. C'est vraiment, il a tout dit. Il a tout dit. Il est important que, vous savez, lorsque nous quittons sur cette terre, souvent les prêtres, les pasteurs disent que les œuvres... Et les imams aussi. L'équilibre de toutes les voilà, que nos œuvres nous accompagnent. Ça c'est vrai, ça. Lorsque vous vivez sur cette terre avant de partir, il faut laisser toujours des traces positives dans la vie. Je voudrais un peu revenir par rapport à ce que Thierry disait tout à l'heure, sur ce qui se passe actuellement au nord, et surtout au niveau de la vallée des montagnes d'Aledjo de Défalé. Il est important que le gouvernement puisse réfléchir encore. Vous savez, entre-temps, il était question de dévier effectivement cette voie de Défalé en faisant passer cette route-là vers Bassa. Et là, on n'aura pas du tout les problèmes que nous sommes en train de rencontrer.
Mais vous savez, les problèmes politiques se disant tel est de telle région, bon, chacun veut qu'on puisse parler de sa région, c'est ce qui a fait que... Mais justement, Jacques, tout ça c'est la même région, non? Oui, mais le problème, vous voyez ce que nous sommes en train de vivre actuellement, vous voyez ce que nous sommes en train de traverser. Si cette voie-là, comme au début c'était dit, si cette voie-là prenait par exemple la direction de Bassar pour ressortir vers Sokodé allant vers Dapaon, nous n'allons pas vivre ce que nous sommes en train de vivre actuellement, où vous allez voir une pierre se détache et tombe et bloque carrément la voie. Donc je crois que il est important que le ministère des Infrastructures, c'est-à-dire c'est Madame Zeratou, je ne sais pas si elle sera reconduite, mais il est important que le gouvernement puisse réfléchir à ce point B-là. Parce que quoi qu'on dise, si on ne sait pas faire, un jour nous allons nous réveiller, on ne pourra plus emprunter cette voie. Parce que les montagnes là risquent effectivement de bloquer les voies. Et ceux qui vont quitter, par exemple, Dapan pour venir vers Lomé ne pourront pas venir. Et ceux qui vont quitter Lomé pour aller vers le nord ne pourront pas également. Alors donc, que si jamais la nationale numéro 1 est coupée, c'est le Togo qui se trouve coupé en deux. Donc il est important. Et vous voyez ce qui s'est passé au niveau de Saguiébou avant-hier. Oui. C'est un petit ponceau qui s'est détaché. Et le bus, je crois le chauffeur ne savait pas, il s'est retrouvé dans le ravin avec les passagers. Donc c'est pour vous dire que quelque part, il est important qu'on puisse revoir effectivement les infrastructures du Nord, surtout sur le côté défalé et le côté Alédio. Jacques, vous parliez tantôt de ce tracé qui passe par Bassa. Il y a également un vieux tracé qui date depuis le temps des Allemands, qui commence par Sarakawa pour contourner, pour dévier jusqu'à Kanté. Et là, on évite également. C'est important. Non, la voie n'est pas en construction. C'est pas confié à Eboma. Mais ça, l'axe dont il parle ne va pas vers le nord. Ça s'arrête au niveau de Sarakawa. Donc, je crois que il est important aujourd'hui qu'une réflexion soit menée au niveau effectivement du ministère des Infrastructures. Comme on le dit, si on ne sait pas faire ce qui se passe, je ne sais pas si vous allez une fois voyager vers le nord pour voir effectivement ces montagnes. Les gens, quand vous arrivez à ce niveau, vous avez tellement peur. Vous avez peur qu'une pierre se détache et la pierre là vienne... Surtout que ça a commencé. Avec les pluies. Donc je crois que le gouvernement n'a qu'à pousser la réflexion pour voir ce qu'il faut faire. C'est vrai que ça ouvre à des horizons au niveau des touristes parce que les gens aiment passer vers là, prendre des photos et faire des choses pour découvrir. Mais il faut y penser. Sinon, on ne sait pas faire. On risquerait de ne pas aller au nord, on dit de ne pas venir au sud. Donc, il faut que la réflexion soit vraiment poussée. Merci. Juste rappeler au gouvernement que c'est toujours bon d'avoir un plan B, voire un plan C, n'est-ce pas? Oui, merci, Madame Adodo. Rebonjour à vous. Bonjour. Eh bien, la problématique de la riposte à la Covid-19, les chiffres officiels tels que nous le visitons sur les sites de l'État, affiche 1537 cas confirmés au total depuis le 6 mars. Malheureusement, 37 décès. Nouvelle qui porte espoir, le Togo a enregistré 1145 cas guéris. Et hier, il y avait un total de 355 cas actifs en traitement. Mais un confrère disait encore hier qu'il a du mal à se retrouver dans tous ces chiffres-là qui sont publiés au jour le jour. Je voudrais que vous nous expliquiez en français facile pour que nous comprenions, madame. Je vais essayer. Essayez, madame. Depuis le début de cette épidémie qui a été requalifiée en pandémie, on a eu à tester beaucoup de personnes. Maintenant, c'est ce qui est le chiffre que nous avons, le nombre de tests effectués. Maintenant, parmi ces personnes, au jour d'aujourd'hui, on a détecté 1537 personnes qui sont porteurs du virus. C'est-à-dire des personnes, après le test PCR, le test s'est révélé positif. Donc, ils sont porteurs du virus. On a retrouvé l'ADN du virus chez eux dans le prélèvement. Maintenant, parmi ces personnes, il y a beaucoup qui sont déclarés guéris après 2 tests négatifs. Ça veut dire que dès que votre test est positif, vous êtes mis dans un centre de traitement où il y a un suivi et des tests réguliers. Après 2 tests négatifs, vous êtes déclaré
guéris. Donc, les personnes qui sont déclarées guéries aujourd'hui sont les 1000 et quelques... 1145. Sont 1145 personnes. C'est-à-dire que ces personnes, au départ, on a retrouvé le virus dans leurs cellules. Mais après, on a retrouvé que leur organisme a pu éliminer le virus. Là, ils ne sont plus porteurs. Ils ne sont plus des sujets qui pourraient transmettre le virus. Là, ils sont guéris. Maintenant, les 300 et quelques personnes qui sont encore... 355 au chiffre d'hier. 355 personnes qui sont dans les centres de traitement aujourd'hui sont des personnes prises en charge dans l'optique de les aider à éliminer le virus. Donc, c'est eux qui sont des cas actifs aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ont le virus. Ils peuvent transmettre le virus à une tierce personne s'il n'y a pas de mesures barrières. Voilà, c'est comme ça un peu qu'on peut expliquer. Après, les décès. Que ce soit une personne vivante chez qui on a fait un prélèvement, le prélèvement s'est révélé positif. Il y a eu un suivi, malheureusement, la personne est décédée. Donc, en faisant une évaluation, c'est parce que on déclare que c'est parce que cette personne a été contaminée que cette personne est décédée. Maintenant, après, on a des tests post-mortem aussi. Il y a des décès qui sont investigués et en faisant l'histoire de la maladie, en remontant dans l'histoire, on se rend compte que cette personne a présenté des signes qui peuvent se rapporter à la COVID-19. Donc, on fait un test. Après ce test, on peut dire que ce corps a été en contact avec le virus de SARS-CoV-2. Donc, c'est un décès qui est compté pour Covid aussi. Merci. Donc, en somme, d'autres auditeurs demandent si, pour faciliter le travail de compréhension, est-ce qu'on ne devrait pas seulement s'arrêter à ceux qui sont encore malades, les cas suivis au jour le jour, et nous faire l'économie de ces contaminations qui augmentent et qu'ils croient que c'est ce nombre total de malades. Alors, est-ce qu'on ne peut pas s'en tenir au jour le jour uniquement aux cas actifs et aux décès? En fait, on a besoin de tous les chiffres pour pouvoir connaître la situation du Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que quand une personne est malade et la personne s'approche de vous ou d'un personnel de santé, c'est pour avoir une solution à son problème. Maintenant, le personnel de santé qui lui apporte la solution doit s'auto-évaluer aussi. La personne, cet agent doit se dire, est-ce que la méthode que j'utilise, est-ce que les stratégies que j'entreprends sont efficaces? C'est pour cela que on fait, vous avez tous ces chiffres-là. Nous, on fait un calcul après. Au fait, vous allez voir que sur le site, il y a des ratios, des pourcentages que vous avez, des ratios par 100 000 habitants, par 1000 habitants. Voilà, c'est pour que la population puisse suivre le travail que fait le Comité national de gestion de cette riposte. C'est pour pouvoir suivre les efforts, pour savoir si les mesures entreprises donnent des résultats ou pas, donnent des résultats positifs ou pas. Donc, essayons plus de vouloir comprendre les chiffres que de n'en vouloir que peu. Déjà que, en fonction, presque 80 000 tests, 1537 positifs, c'est beaucoup. Il faut qu'on puisse pouvoir évaluer ça, déjà. Se dire que les chiffres augmentent et que beaucoup, déjà, ont été contaminés. Il faut pouvoir se dire que le pays fait des efforts en matière de dépistage. Oui. Ça aussi, c'est important. C'est à relever. Voilà. Il faut savoir aussi que sur ceux qui sont positifs ou confirmés, il y a des décès. Donc, c'est important qu'on puisse analyser ça aussi. Et analyser les positifs et les guéris. Cela nous permet de faire une bonne analyse de la situation. Donc tous les chiffres pour qu'on ait une vue d'ensemble. Effectivement, hier, toujours selon les chiffres officiels, le Togo a pratiqué jusqu'à hier un total de 74 495 tests, ce qui donne un ratio de 9
0,67 tests pour 1000 habitants. Jacques Diakouty, je présume que vous retrouvez assez bien dans tous ces chiffres-là. Oui, mais par rapport à ce que Madame vient de dire, nous constatons que la plupart des décès ont souvent des pathologies aiguës, selon les explications que vous venez de donner. Et pour le moment, on n'a pas constaté que quelqu'un a été atteint du virus et que la personne est décédée. C'est-à-dire que si la personne n'a pas, par exemple, des antécédents, par rapport au virus, la personne ne meurt pas. Parce que hier, lors du point de presse, quand le colonel Djibril parlait des décès, il a dit que la plupart avaient soit c'est la tension, le diabète, d'autres pathologies graves, voilà. Mais pour le moment, on ne nous dit pas si, hormis par exemple ces pathologies, est-ce que le virus a une fois tué quelqu'un si la personne n'a pas ce genre de pathologie. Jusqu'à présent, on n'a pas du tout ce genre d'informations, mais les informations sur les décès, depuis un certain temps au Togo, c'est souvent les gens qui ont souvent les pathologies qui meurent par rapport à ce virus-là. Et c'est pourquoi les chiffres que chaque fois vous donnez sur le site, on se pose des questions. Parce que certains ont souvent le palu, on sait que le palu tue beaucoup. Quelqu'un qui a le palu, quelqu'un peut mourir également de ce palu. On risque de le comptabiliser par rapport au rang de ce site-là. Oui. En fait, c'est ça le problème. Oui, madame ce qu'il faut comprendre, c'est que en disant que la plupart des décès surviennent chez des sujets qui avaient une pathologie chronique en amont, cela veut dire que ce sont des personnes à protéger. Quand on donne des détails sur les décès, c'est pour améliorer la prévention. Donc, le nombre de décès augmente. Donc, le nombre de personnes à risque contaminées aussi augmente. Donc, ce chiffre ou ces détails ont pour but d'éveiller nos consciences à plus de prévention, à mettre plus en sécurité ces personnes. Quand on a une pathologie comme le diabète ou l'HTA ou les maladies sexuellement transmissibles ou des trucs comme ça, quand vous avez ce genre de pathologie, votre immunité n'est pas à point, au fait. Il y a des médicaments ou des produits qui vous aident à tenir. C'est-à-dire qui vous aident à lutter contre des pathologies que vous auriez pu éliminer naturellement si vous étiez en forme. Donc, dire que c'est parce que ces personnes ont été contaminées par ont eu la COVID-19 qui sont décédées peut être expliqué parce que quand on a le diabète par exemple et qu'on attrape une infection, on a du mal à régulariser, tant qu'on n'enlève pas l'infection, on a du mal à régulariser la glycémie pour que la personne revienne à elle-même. Donc, si une glycémie qui est élevée ou une tension artérielle qui est élevée, ça envoie à autre chose. Donc, ça envoie des complications qui entraînent le décès. Donc, si cette personne n'avait pas la COVID-19, cette personne, l'issue aurait pu être autrement. Donc, aujourd'hui, nous, on dit juste que les personnes qui ont une pathologie chronique, qui ont eu le SARS-CoV-2, sont décédées. C'est tout ce que ça dit. Donc, tout simplement, ceux qui souffrent de pathologies graves sont des personnes à risque. Sont des personnes qui sont à même à développer les formes graves de la maladie. Qui devraient faire attention elles-mêmes et qu'on devrait protéger. C'est l'essentiel qu'il faut retenir. Le confrère L'Union pour la Patrie revient sur le sujet avec la stratégie d'investigation autour des cas confirmés qui vient d'être modifiée en paraphrasant le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Sosinou Aoussi. On retient pour l'essentiel que la transmission communautaire de la COVID-19 est de plus en plus fréquente ces dernières semaines dans notre pays, le Togo. Et le ministère s'engage, ou bien la coordination s'engage à prendre en compte désormais et systématiquement les contacts de tous les cas confirmés, y compris les lieux de culte visités ou tout autre regroupement dans les 15 jours précédant la confirmation diagnostique de la COVID-19. Et plus loin encore, on lit, et c'est important, que les nouveaux cas contacts
identifiés sont mis en isolement et sont suivis. Quant aux voyageurs identifiés ainsi que leurs contacts, ils sont systématiquement placés en quarantaine, testés et pris en charge en cas de diagnostic positif. Et des laboratoires mobiles sont désormais disponibles pour tester les populations dans des chefs-lieux de région. Donc ces détails que nous donne l'Union pour la Patrie en s'inspirant des dernières déclarations du secrétaire général du ministère de la Santé. Et Madame Adjodo, on a appris hier que la coordination, le gouvernement a pris de nouvelles mesures en faveur du corps médical. Oui, le gouvernement a pensé à nous, une assurance maladie, une protection pour le personnel de santé qui serait éventuellement contaminé ou un personnel de santé qui décéderait. Et puis une formation continue pour le personnel pour acquérir d'autres compétences en matière de prise en charge ou en matière de protection d'eux-mêmes, prévention des infections et désinfecter nos centres et consorts. Donc je dirais que c'est une aubaine pour nous déjà, c'est un bon début. Le personnel de santé a toujours voulu que le gouvernement ou la population reconnaisse les efforts qu'il fait. Nous, au Club de la Presse, nous reconnaissons depuis vos mérites. De temps en temps, nous vous applaudissons pour que vous alliez... à l'applaudissement, le concret. Maintenant, avec cette décision, on se sent un peu mieux. On se dit, c'est un bon début pour nous. C'est à féliciter. Donc une assurance pour vous mettre en sécurité. J'ai suivi le communiqué qui envisage l'ouverture de cette assurance également à vos collègues opérant dans le privé. Oui. Tout personnel de santé au Togo est invité à... Bon, c'est initié pour tout le personnel de santé. L'État se charge de son personnel. Donc les privés aussi sont invités à y intégrer leur personnel également. Merci. On va terminer par le rappel des gestes barrières. Comme l'a dit le ministère, la transmission communautaire de la COVID-19 est une réalité. Cela augmente au jour le jour. Nous sommes dans la saison des fêtes traditionnelles. Malgré les mesures prises par le gouvernement, les Togolais, nous savons comme nous sommes. Et nous savons ce que nous faisons. La rentrée scolaire, c'est dans 1 mois et demi. Alors, madame, besoin encore une fois de nous rappeler les gestes barrières. Les gestes barrières, le seul moyen que nous avons aujourd'hui pour lutter contre cette maladie, donc le port de masques systématique quand nous sortons de chez nous, quand nous allons dans un milieu où il y a beaucoup de monde, sur la voie publique, le lavage systématique des mains à l'eau et au savon ou l'utilisation de gel hydroalcoolique, tousser dans le creux du coude ou dans un mouchoir que nous pouvons jeter, éviter les attroupements, éviter de se mettre en danger dans des groupes. Si nous n'avons pas obligation d'aller à l'extérieur, le mieux serait de s'abstenir. Si on n'a pas d'urgence, mieux vaut rester chez soi. N'est-ce pas, madame? Oui, c'est ça. Merci, madame, mais vous restez à nos côtés. À partir de 12h, les auditeurs entreront en ligne. Peut-être qu'ils auront des commentaires ou des questions à vous adresser. Pendant ce temps, Jacques et Thierry, nous allons revisiter l'agenda diplomatique de cette semaine. Nous commençons par ce que nous rappelle l'Union pour la Patrie. Le Premier ministre, c'est l'homme Kwame Klassou, qui a reçu le ministre, le diplomate, l'ambassadeur de France. C'était le mercredi 9 septembre dernier. Marc Vizy, en fin de mission, qui a échangé avec le Premier ministre, d'abord pour lui faire les adieux, et au terme des 3 ans passés ici au Togo, Marc Vizy a dit avoir fait avec le Premier ministre du Togo une rétrospective des événements qui se sont passés fin 2017 et qui se sont finalement traduits par une série d'élections législatives, municipales et présidentielles. Et Marc Vizy qui dit, je le cite, aujourd'hui,
le pays, le Togo, a retrouvé une certaine tranquillité politique. Déclaration de Marc Vizy. Togo Matin, pour sa part, écrit que Marc Vizy s'en va du Togo optimiste à l'égard de notre pays. L'Alternative, lui, écrit Marc Vizy, cet ambassadeur que les Togolais ne regretteront point. Et vous, Thierry, Gapola.net, oui, d'abord sur la fin de présence au Togo de Marc Vizy, Thierry. Oui, je crois que Marc Vizy, il a fait son temps, il a fait ce qu'il peut, mais j'aurais souhaité que ces ambassadeurs-là parfois nous disent la vérité ou nous aident à résoudre véritablement nos problèmes. Quand il dit que le Togo depuis un certain temps a retrouvé une certaine je perds le mot, une certaine tranquillité politique, ça voudrait dire que on n'est pas totalement sorti de l'auberge. Maintenant, lui, avec ses yeux d'ambassadeur, il pourrait nous tracer la voie à suivre par rapport à ce qui a été fait depuis jusqu'à aujourd'hui pour qu'on puisse finir définitivement avec les crises politiques et se consacrer au développement de notre pays. On a vu bien avant lui et l'ambassadeur de l'Union européenne et l'autre aussi, celui de la CEDEAO, lui, dans tout ce qu'il a dit, c'est de loin, il n'a fait que louer les autorités togolaises, alors que il a fait beaucoup d'années dans ce pays et il sait que il y a des points sur lesquels on doit travailler pour que nous puissions véritablement asseoir notre démocratie. Marc Vizy, c'est celui-là aussi qui fait des intrusions au niveau de la HAC avec les sanctions qu'on a connues pour des organes de presse. Donc, c'est normal que Alternative puisse parler de lui de cette façon-là. Marc Vizy, c'est celui-là aussi qui, grâce à qui on a le projet Profamen, qui permet aux journalistes aujourd'hui de renforcer leur capacité au niveau de l'université de Lomé. Donc, Marc Vizy, tout n'est pas noir. Il a aussi contribué à ce qu'on puisse aller de l'avant, même tout dernièrement avec la Covid, avec l'AFD, ils ont participé pour nous aider à faire face à cette pandémie. Merci. Disons adieu à Marc Vizy. Liberté aussi écrit, Marc Vizy, le déni de bout en bout. Eh bien, Jacques, aujourd'hui c'est Marc Vizy. La semaine dernière, c'était la chef de délégation de l'Union européenne au Togo. Quelques mois après, ce fut M. Garba Lompo de la CEDEAO. Au terme de leur mandat, ils font leurs déclarations diplomatiques et leurs déclarations qui sont épluchées par les médias et pour ne pas dire par les autres pans de la société togolaise. Non, je crois que ça, il faut reconnaître que presque tous les diplomates qui ont parcouru le Togo, avant leur départ, sont toujours satisfaits du climat qui règne au Togo. Mais c'est de quel climat? Bon, le climat de paix qui règne dans le pays. Parce que vous allez les voir circuler un peu partout. Ils vont au nord, ils vont au sud, ils reviennent sans problème. Et souvent, ils n'ont pas aussi des difficultés de relation avec les premiers responsables du pays. Donc, il est de bon ton que lorsqu'ils veulent partir, qu'ils disent effectivement qu'ils ont passé des bons moments avec la population togolaise. Il est vrai que, parlant de l'ambassadeur de France, vous savez, le premier poste qu'il a eu à occuper en tant qu'ambassadeur, c'est le Togo. Donc je crois que peut-être les méandres de la diplomatie, il ne l'a pas tellement assimilé avant de venir au Togo, parce que pour une première fois dans l'histoire du Togo, un ambassadeur qui prend par exemple le directeur de cabinet de la brasserie ou bien le directeur général de la brasserie, il le met dans son sac, ils vont à la Hague pour porter plainte contre des journaux. Donc vous voyez, je crois que comme c'était son premier poste ici au Togo, peut-être qu'il n'a pas tellement
maîtriser certaines choses, parce que ce qui s'est passé à la HAC avec les confrères, il pouvait le laisser à son chargé de le faire, au lieu de que lui-même il se mette devant, en tant qu'ambassadeur, représentant d'un pays, d'aller à la HAC pour pouvoir porter plainte contre les journaux. Mais comme Thierry l'a dit, il faut le reconnaître aujourd'hui, les points de presse que nous avons chaque semaine au niveau de l'hôtel Le Bénin, il faut reconnaître la coordination, il faut reconnaître qu'il a participé à ça, il a parlé du projet Profamed également. Nous avons nos confrères aujourd'hui au niveau de l'ISICA, de l'université, certains confrères des médias privés également qui suivent des formations. Il a également participé à ça. Je crois que le seul caillou qui Marc a dans sa chaussure avant de quitter le Togo, c'est effectivement la convocation, l'assignation de nos confrères. Deux fois de suite au niveau de la HAC. Sinon, je ne pense pas qu'on pourrait peut-être parler de lui sur une page noire par rapport à son passage ici au Togo. Peut-être qu'avant de partir, Marc Vizy devrait organiser une réception avec invités spéciaux, les journalistes de la presse, et comme ça, nous allons nous parler entre nous-mêmes. Pourquoi pas ça? Jacques, on peut compter sur vous pour... Non, je l'ai vu seulement 2 fois. Bon, depuis un certain temps, on ne sait plus parler, ça il faut le reconnaître. Merci. Quittons Marc Vizy, la France, allons au pays de la Grande Muraille, la Chine, avec son ambassadeur également, auquel vous intéressez, Thierry. Gapola.net, vous écrivez que l'ambassadeur de Chine accompagne de nouveau les couches vulnérables. Oui, tout à fait. Vous savez que la Chine ou la représentation chinoise au Togo nous accompagne toujours, surtout en cette période de pandémie. Bien avant le geste qui a été fait hier, il y avait eu d'autres gestes à l'endroit du ministère de l'Action sociale qui se charge d'apporter ces dons-là aux différents nécessiteux. Donc hier encore, l'ambassadeur a fait le geste de vivre et de non vivre pour les populations vulnérables de Lomé. C'est à saluer et je crois que ça participe davantage au renforcement de la coopération entre le Togo et la Chine. La Chine, c'est un grand pays du Togo. Les quelques constructions de routes que nous avons, la Chine participe à cela. Même le siège actuel de l'Assemblée nationale, c'est la Chine. Même le nouveau palais présidentiel, le terrain, le stade de Kéké que nous avons. L'année passée, la Chine a encore organisé un voyage pour des confrères qui ont passé des jours et des jours en Chine pour visiter ce pays. Donc la Chine, c'est à féliciter pour tout ce qu'elle fait dans notre pays. Nous terminons le tour diplomatique avec la Banque mondiale ici au Togo qui a publié le 8 septembre le rapport sur la situation économique au Togo. C'est ce rapport qui prévoit une baisse importante de la croissance économique à cause de la crise provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus. L'étude qui préconise au Togo d'intensifier les réformes destinées à améliorer le climat des affaires et favoriser l'investissement privé, un facteur essentiel de la relance économique. Jacques, la Banque mondiale qui laisse entendre que la croissance économique au Togo en 2020, qui avait été estimée à 5,3%, qui sera difficilement atteinte avec 1%. Ce n'est pas seulement le Togo, hein, c'est un peu partout. Dans le monde entier actuellement, les économies souffrent. Donc il est important aujourd'hui que le peu que nous avons, nous puissions effectivement savoir comment les gérer. C'est très important. Dans presque tous les secteurs dans notre pays, les secteurs souffrent aujourd'hui. Et vous avez vu comment le gouvernement se bat chaque fin du mois pour pouvoir payer les fonctionnaires. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile. Vous ne voulez pas être à la place du ministre Sani Yaya parce que c'est vraiment difficile pour rejoindre les deux bouts à chaque fin du mois pour pouvoir payer les fonctionnaires. Vous voyez qu'au niveau des impôts, le port, les frontières sont bouclées, fermées. Il est difficile aujourd'hui aux femmes du Ghana de venir faire des achats ici. Les Togolaises qui allaient par exemple au Bénin, les Béninoises qui venaient au Togo, et tout ça là, c'est vraiment difficile. Et n'en parlons pas du secteur privé. Hein. Le secteur privé, il y a certains carrément qui ont fermé les portes, ils sont à la maison. Et il est important aujourd'hui qu'on puisse avoir un sursaut national, surtout sur le plan économique, pour sauver
les petites et les moyennes entreprises. Parce que ça, c'est vraiment difficile. Très difficile pour nos sœurs, très difficile surtout pour nos femmes qui ont fait des prêts au niveau des banques et des microfinances. La plupart, aujourd'hui, à 5 heures du matin, ne sont plus à la maison parce qu'elles ont peur qu'on puisse leur envoyer une convocation. Et d'autres, aujourd'hui, c'est à quoi je faisais allusion à ce que madame disait aujourd'hui, vous allez voir que les facteurs vont encore se développer. C'est-à-dire parlant de la tension, parce que des gens sont là, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Donc, si aujourd'hui ils ont tellement les soucis, c'est la tension qui vient, et vous allez voir que le Covid risque encore de prendre beaucoup de personnes. Donc, que l'État puisse réfléchir et voir comment aider les PME par rapport à cette situation. Merci. Aujourd'hui même, j'écoutais un expert de l'Union africaine sur Radio France Internationale, le tableau qu'il dressait pour l'Afrique en cette année, c'est vraiment pas rose. Et hier ou avant-hier, on parlait de l'Afrique du Sud, ce grand pays qui est carrément en décroissance. C'est dire que va falloir que nous serrions les ceintures avec l'espoir que le gouvernement togolais va tenir compte des propositions de la Banque mondiale qui recommande de booster l'investissement privé et d'accélérer les réformes. Et la Banque mondiale qui relève que le potentiel de l'économie numérique est sous-exploité au Togo. Madame Sina, puisqu'elle est là, même si elle n'est pas là, celui ou celle qui viendra, il faudra qu'on envisage d'exploiter toutes les potentialités que nous offre l'économie numérique. Avant de parler de l'économie numérique, il faut parler de la disponibilité de la connexion. Parce qu'il y a un récent... La connexion participe à l'économie numérique. Voilà. Ouais. Donc, quand la connexion n'est pas fluide, n'est pas bonne, je ne crois pas qu'on peut tirer un profit maximum de l'économie numérique. Bonne fluidité de la connexion à un coût également abordable pour les bourses du Togo. Sans transition, le fait de la semaine, il s'appelle Ahmed Essaouavana Adoyi. Revue de presse avec... Forum de la semaine qui nous informe que le commissaire aux impôts par intérim à l'OTR s'appelle Essien Kwao Atakakra. Donc Essien qui vient assurer l'intérim devant le vide laissé par Adoyi. Et le changement écrit que le commissaire Adoyi est démis de ses fonctions par Faure Gnassingbé. Mais pour Togo Réveil, c'est plutôt la Covid-19 qui a démis Adoyi. Liberté, lui, écrit de la gloire à la déchéance, et l'alternative pour sa part titre le mariage fatal. Et avec une comparaison qu'un ami m'a envoyée ce matin, au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta est tombé par les fêtes de son fils. Ici au Togo, Francis Adjakli est tombé par l'exubérance de son fils. Et Adoyi vient d'être tombé par le mariage de son fils. Thierry, on dirait que les fils ne portent pas bonheur à leur papa à ces derniers temps. Normalement, les parents doivent tirer profit de leurs enfants puisqu'ils ont investi dans leur formation, dans leur éducation et tout. Vous savez, ce qui s'est passé avec le commissaire Adoyi, que certains ont l'habitude d'écouter ici chez vous puisqu'il passe régulièrement expliquer ou parler de l'OTR. Ce qui s'est passé, je crois que comme certains journaux l'ont si bien relevé, peut-être c'est suite au mariage de son fils, parce que il y a eu de laisser aller. Et aujourd'hui, les gens font la polémique autour de la chose. Je crois plutôt que il faut féliciter le chef de l'État dans ce qu'il a fait, puisque ici même, quand le chef de l'État ne met pas les bavettes, nous sommes les premiers à le critiquer. Et quand ceux qui sont les autorités de ce pays ne respectent pas les mesures barrières telles que rappelées il y a quelques minutes par docteur, là il y a problème, parce que tout ce que le pays gagne aujourd'hui ou tout ce qu'il fait est investi pratiquement dans la lutte dans la lutte contre cette pandémie-là. Donc, il faudrait que nous puissions limiter les dégâts pour que les richesses
que nous avons soient réorientés dans le développement de notre pays. Maintenant, et ceux qui font l'amalgame ou font la polémique entre la présidente de l'Assemblée nationale et le commissaire Adoyi, je crois qu'il n'y a pas de polémique à faire. Un acte a été posé et cela a été sévi. C'est nous qui, tout le temps, interpellons le chef de l'État quand ça ne va pas de réagir. Maintenant qu'il a posé l'acte, il faudrait qu'on puisse le soutenir et l'encourager. Juste prendre acte et souhaiter que ça s'étende dans voilà, tous les secteurs. Voilà, donc si nous allons dans tous les sens, je crois que ça va décourager l'autorité qui peut-être ne va pas plus aller dans le sens voulu. Donc c'est très important que les consignes ou les tests ou les lois que nous donnons, que chacun respecte ces consignes-là. Merci. Quelqu'un a dit que le respect des textes qu'on s'est donnés égale liberté. Alors, revenons sur cet événement. Focus Info écrit également Adoyi limogé. Est-ce que le Togo va vers une république exemplaire? C'est la question que se pose Focus Info, qui relève que M. Adoyi est un technicien de qualité. Il est un travailleur hors pair, un réformateur. Il a introduit beaucoup de réformes aux impôts. Et les maîtres mots qu'on retient de Adoyi aux impôts, c'est alléger et simplifier les procédures fiscales au profit des opérateurs économiques. Mais M. Adoyi, qui était également un membre au sommet du parti au pouvoir. Alors, Jacques Diakouti, la question de Focus Info. Est-ce que le bâton qui a servi à taper Adoyi va servir également vers toutes les zones un peu bizarres que la presse aborde de temps en temps? Vous savez, l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Vous savez, une fois dans un village, il y avait les animaux qui se sont retrouvés. Un village peut-être Et il y avait un grand trou, on a mis le feu, et le chef a dit à chaque animal de sauter. Et vous savez, le lièvre, lui, il a sauté premièrement, et le singe devait suivre. Le singe a dit, vous connaissez mes qualités en matière de saut, mais je ne vais pas sauter. Les gens lui ont posé des questions pour savoir pourquoi tu ne veux pas sauter. Le singe dit, je peux sauter, mais j'ai peur de ma queue. Parce que si je saute, ma queue risque de rester dans le feu. Donc c'est pour vous dire que quoi? Dans la vie, si nous voulons poser par exemple des actes, il est important que nous puissions toujours regarder derrière. L'acte que nous posons, quel sera effectivement l'impact de l'acte que nous allons poser? D'abord penser à notre progéniture. C'est-à-dire, si nous avons les enfants, si nous avons une épouse, pensez toujours à cette épouse-là. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il est vrai que M. Adoyi, il a tous les moyens pour organiser un mariage à son fils. Mais il n'avait pas besoin de faire ce tintamarre-là. Il n'avait pas besoin. Vous savez, nous sommes en train de traverser des moments difficiles, où certains même pour avoir 100 francs aujourd'hui pour manger, c'est difficile. Et l'autre aspect, il faut avoir également peur de l'homme. Les gens ont été, ils ont mangé, ils ont dansé. Ils ont filmé. Mais je vous dis, ça, le soir quand le décret là a été lu à la télévision nationale, tous ceux qui sont sur WhatsApp, c'est en ce moment que les images ont commencé par défiler. C'est pour vous dire quelque part qu'il faut avoir peur de l'homme. L'homme peut vous pousser à faire du bien, l'homme peut vous pousser également à faire du mal. Dans la vie, il faut faire très attention, surtout lorsque nous sommes dans un environnement un peu difficile. Ça, vous connaissez ce pays. Il y a des milliardaires dans ce pays qui sont là, mais on les voit, mais certains se posent des questions, qui sont encore dans le pays, ils sont là. Vous n'allez jamais les revoir nulle part. Un jour, avec le feu Yadema, quelqu'un allait dire à Yadema que c'est comme ça, le directeur de la police, je ne vais pas donner son nom. Mais il se reconnaît. Il se reconnaît. Que le directeur de la police détourne, il fait ceci, il fait cela. Et Yadema l'a convoqué de venir. Vous savez ce qu'il a fait? Non, dites-nous. Quand il est allé chez Yadema, il a porté des tapettes. Arrivé quand Yadema l'a vu, il dit, mais mon ami, mais on m'a dit que tu détournes, tu voles et tu es habillé comme ça. Yadema sort 5 millions, il lui donne. Va t'habiller. Non, c'est pour vous dire quoi? Quelque part, il faut vivre toujours. Mais ce directeur a trompé quand même la vigilance des Yadema. Mais même s'il a trompé sa vigilance, écoutez, dans la vie, il faut savoir toujours se cacher, même si vous avez les moyens.
Il faut savoir toujours se cacher. Et l'autre aspect, vous l'avez bien souligné, les enfants. Il est important aujourd'hui que les enfants ne poussent pas leurs parents également à commettre à la faute. Les épouses aussi. C'est très important. Surtout les épouses. Surtout les épouses aussi. Attention, non, les épouses. Vos épouses écoutent l'émission. Oui, mais c'est la vérité. C'est une vérité, ça. Je disais tout à l'heure, l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si vous ne savez pas faire, vous vous rappelez en 86, je ne sais pas si vous avez fait l'animation comme nous. Quand on venait heureusement, j'ai toujours été un piètre danseur. Ah, ok. C'est ça qui m'a sauvé. Oui, quand on venait à Lomé ici, lorsqu'on nous donne par exemple nos 15 000, on allait à Bata. Je ne sais pas si vous avez une fois un prix. Oui, ça je connais. Oui, on va là-bas, les 15 000 on dépense. Pas un pas sans Bata. Voilà, justement. Vous voyez, c'est la folie quand vous avez l'argent. Quand vous avez l'argent, si vous ne avez pas fait, mais Jacques, ça va vous monter d'aller faire la cour à la forme d'un président. Le problème, c'est pas tant l'argent que Adoyi a ou n'a pas, c'est pas tant l'exubérance de la fête, mais c'est le non-respect des gestes barrières en cette période de pandémie, alors qu'il n'y a pas longtemps, c'est le même Adoyi qui était allé sensibiliser ses parents à Tchaoudjon d'accepter le bouclage de leurs os. Ça, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, M. Adoyi pouvait célébrer ce mariage-là sans tambour. Et après, par exemple, cette pandémie, il pouvait organiser, par exemple, une grande fête à son fils. Pas de problème. Mais l'aspect, c'est que nous sommes dans une situation un peu difficile, où il y a eu des cas de contamination à Tchamba et à Sokoré. Et comme vous l'avez si bien dit, il est de ce milieu. Il sait que lorsqu'il va appeler même 10 personnes pour le mariage de son fils, ce n'est pas 10 qui vont venir. Ce n'est pas 10 qui vont venir. Et vous avez vu comment les gens se manipulent. Et puis, quand vous êtes par exemple une autorité, et il dit qu'il avait invité par exemple 50 personnes, mais nous avons vu. Mais ce qui était aberrant aussi, c'est les points du pouvoir aussi qui sont allés à ce mariage. Oui, des ministres, anciens ministres, directeurs généraux, c'est pas normal. Députés. Justement, quand vous êtes allé, vous voyez ce genre de choses, allez chuchoter dans l'oreille de votre ami pour lui dire attention. Il y a eu un simple mariage à Tchamba. Je crois à Tchamba ou à Sokoré, je ne sais même plus. À Bafilo. On a gazé les gens parce qu'il y avait tellement un nombre fou. Mais si toi tu fais ça comme ça, tu risques d'avoir des problèmes. Mais les gens se sont tués, les gens ont mangé, les gens ont bu. Et après ils ont fait des rapports. Ils font des rapports. Et ils ont filmé pour nous envoyer encore. Voilà l'homme. David Maoubedjiro Reinhardt, bonjour. Bonjour, rebonjour Sass. Le fils du père, n'est-ce pas? Bien entendu. J'espère que vous n'allez pas entraîner votre père dans un trou. En tout cas, moi j'essaie d'honorer le nom des renards. Vous avez intérêt. Tout humblement. Eh bien, nous avons appris qu'une association ONG du nom de EducFoot France-Togo s'apprête à organiser une assemblée générale samedi. Nous sommes fans du foot, supporters de la Mannschaft du Bayern d'Agaza et des éperviers du Togo. Alors le foot nous intéresse. Alors qu'est-ce que c'est d'abord votre association EducFoot France-Togo? Je vais te présenter EducFoot France-Togo, c'est-à-dire éduquer par le sport. Il s'agit d'une ONG qui a pour but de promouvoir la réussite éducative et l'insertion professionnelle de jeunes footballeurs togolais. Je m'explique. En fait, on est parti d'un constat et d'un contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui souhaitent devenir des footballeurs professionnels, à l'instar d'Adebayor ou d'un Dieng Dakonam. Ça, c'est la partie théorique. Parce que dans la pratique, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Donc, et vous savez sans doute que beaucoup délaissent aussi les études à un moment donné pour se consacrer exclusivement au football. Et donc nous, on a choisi de prendre à rebours cette situation, donc de prendre la Libye du football pour accompagner les jeunes durant 4-5 ans sur des projets d'insertion professionnelle. Je pense que le Togo a besoin de grands sportifs, mais le Togo a aussi besoin de leaders, de têtes pensantes. Et donc nous, on s'appuie sur un triptyque. Notre structure, les enseignants et également les parents. Donc, nous avons donc créé cette association qui a une structure bicéphale, qui est en France, qui a un statut d'ONG pour mobiliser les fonds pour financer les projets au Togo. Nous sommes une académie de foot classique. Nous avons donc depuis une année créé cette ONG et commencé à multiplier les partenariats. Et en France, nous travaillons avec l'Université de Bretagne Sud et un club de Régional 1. C'est l'équivalent de la 6e division. Le but, c'est de peut-être accueillir des jeunes Togolais qui pratiquent du football, mais qui souhaitent aussi poursuivre leur cursus universitaire en France. Nous travaillons aussi sur l'obtention de bourses, que ce soit aux États-Unis, parce qu'il y a la pratique du soccer, vous savez,
également au niveau universitaire. Nous travaillons également, à un moment donné, à aussi offrir des débouchés à nos jeunes qui souhaitent poursuivre une carrière professionnelle, mais en ayant un discours plutôt réaliste. Parce que quand on vient du Togo, un pays où le championnat est amateur, où le niveau de football est plutôt très moyen, on a très peu de chance de devenir footballeur professionnel. Donc déjà, quand on veut devenir footballeur professionnel, vaut mieux jouer dans le championnat d'élite. Donc nous avons commencé à pousser les portes, et donc le 16 septembre, nous avons signé une convention de partenariat avec Asfoda de Lomé qui va accueillir nos meilleurs joueurs pour les aider à acquérir et grandir. Cette convention avec Asfoda, j'aurais aimé que ce partenariat fût plutôt signé avec Agaza, mon club de cœur. Alors peut-être un jour. Moi, je suis à la base étoiliste. Je suis un supporter de l'Étoile filante. Disons que c'est deux ambitions qui se sont croisées à un moment donné, à se poser à la recherche d'un second souffle. Nous allons apporter nos compétences, notre talent, et puis surtout une certaine expertise en matière de football pour permettre à Asfoda aussi non seulement d'accueillir nos joueurs, mais de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'apports, que ce soit humains, financiers, pour pouvoir retrouver la première division et rejouer les premiers rôles. Voilà, donc Éduc Foot France Togo, vous tenez une assemblée générale demain avec un menu assez bien chargé. Oui, nous allons donc recevoir quelques autorités footballistiques, le président du district numéro 2 de Tocoin, le président du comité de réforme de la Ligue de football de Lomé. Vous savez que en ce moment, il y a une réforme voilà, au niveau de la Ligue. Nous accueillons aussi le président de l'association de Zafoot Togo, c'est l'association des académies de foot du Togo. Et donc nous allons présenter surtout notre plan stratégique qui doit être adopté par cette assemblée générale pour nous donner les moyens de nos ambitions. Merci donc à vous, David Maubedjro Reinhardt, avec cette association, cette ONG Éduc Foot France Togo, qui pourrait se révéler le canal par lequel naissent des génies du football comme Adebayor, comme Dr Kaolo, comme ceux que nous voyons sur les écrans et que nous applaudissons. 93.5 Canal FM. Nous avons rappelé le 11 septembre 2001, nous avons rappelé également les 6 mois depuis que l'OMS a déclaré la pandémie du nouveau coronavirus. Nous avons revisité l'agenda diplomatique de la semaine. On a relaté également, revenu sur le fait à Douyi avec notre invitée, Madame Adjodo. On a fait le point de la riposte à la Covid-19. On a terminé avec l'ONG Éduc Foot France Togo, l'un ou l'autre sujet qui devrait vous intéresser. Premier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, ça, M. Sass-Gao. Oui. Ça va pas ça, je l'ai déjà. Oui, allez-y. Tout d'abord, je remercie le docteur de nous avoir donné ces chiffres, afin de donner ces explications. En temps, on croyait que vraiment l'État ou bien les autorités cherchent à augmenter le nombre de cas de cette pandémie. Oui. On ne sait pas pourquoi. Bon, entre-temps, il y a quelque chose qui s'était passé au clinique Baroué, où une petite fille est décédée d'une chronique fièvre. On l'a apporté comme quelqu'un qui est de Covid-19 oui. Et on l'a enterré. Fallait voir ce jour-là. De gaz lacrymogènes qu'on tirait par-ci, par-là. Finalement, quand le résultat est sorti, on dit que la petite n'est pas sortie. Elle n'est pas décédée de Covid-19. Oui. Le second cas, l'homme de Diaglé, de Pomé, qui est décédé. On dirait qu'il est décédé de l'empoisonnement. Mais finalement, on dit que c'est Covid-19. Tout ça là, pourquoi on cherche à grossir le nombre? Merci. Merci. Madame Anoté va vous répondre incessamment. Nous prenons l'auditeur suivant. Bonjour. Bonjour, Sass. Oui, c'est monsieur? Oui, Yoshua. Yoshua, oui. Oui, je salue tous les invités là présents. Et non seulement j'aimerais pas l'inviter, surtout, je sais que votre radio est écoutée par de grandes personnalités, surtout leur demander. C'était hier, quelqu'un a donné le chiffre de contamination du Burkina, par exemple. Et je continue par ajouter celui de Tanzanie, par exemple. Tanzanie, où le président n'a même pas voulu fermer les lits de culte. Lui, il est parti prier. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'en Tanzanie, aujourd'hui, par exemple, ils ont 509 cas contaminés.
Vous êtes sûr des chiffres que vous avancez là sur la Tanzanie? Bon, s'il vous plaît, comme l'ami l'a dit, nous sommes écoutés. Eh bien, disons des choses vraiment avérées. Le suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est l'homme de Kanikofe, je sais Jimmy Bobo. Ok, allez-y. Ok. Je salue M. Faure et Sœur Zemana Sigwe d'avoir agi à la sorte. Donc, merci beaucoup. Merci. C'est tout? Ok. L'homme de Djaglé, avec ses félicitations. Qui passe la parole au suivant? Bonjour. Oui, ça c'est moi. Et qui m'a coupé? Oui, c'est Yoshua. Ok. Donc c'est pour dire que, non, ça vraiment, avec mon niveau, je ne peux pas appeler une radio et mentir comme ça. Je ne doute pas de votre niveau, je voudrais m'assurer que les chiffres que vous donnez sont exacts. Oui, et vérifier. Okay. Et après vous me donnez tort quand même. Donc Tanzanie, avec tout ce qu'ils ont fait, ils ont tout ouvert. Personne n'a fermé quelque chose. Vous savez, la nature humaine, c'est que quand il y a interdit, l'homme veut toujours violer. Mais quand on dit, ok, allez-y, c'est encore différent. Donc c'est pour dire aux docteurs, quand ils vont se retrouver là. Mais mettre Dieu à côté d'une lutte, là, c'est perdre 1000 fois d'avance. Merci beaucoup. Je vous en prie, Joshua. Le suivant, bonjour. Oui, bonjour, Saf. Oui. Philippe JB. Oui. Et bonjour à tous les confrères présents au plateau. Je suis vraiment heureux de vos décortications. J'apprécie le chef de l'État, son Excellence Faure et Sœur Dinam Nyasingbe, d'avoir pris courageusement cette décision. Mais n'empêche, un père de famille qui ne parle pas à son peuple, à ses enfants, comment trouvez-vous le comportement de ce père? Pourriez-vous nous dire qu'il est digne père de ses enfants? Ça, c'est un point d'interrogation auquel je réfléchis beaucoup. Nous sommes dans ce pays, Acha Afodedi. On connaît tout ce qu'il a pu faire à la tête de Togocel. Mais lorsque on l'a démis de ses fonctions, c'est vous, les journalistes, et nous, peuple togolais, qui avions crié haut, dit des choses. Pourquoi on l'a remercié comme ça? Tout ce qu'il a fait a uni, machin. À 72 heures, on l'a vu comment? Ministre de l'Éducation. Mais si je vous dis aujourd'hui que mon frère Ahmed Adoyi peut être nommé ambassadeur dans un pays demain, vous allez dire quoi? Est-ce que vous, journalistes et compagnie, et peuple togolais qui disait aujourd'hui que à cause du mariage de son fils, il a été démis de son fonction, on lui a dit au revoir, le voilà ambassadeur dans tel pays. On va dire quoi? Analysons positivement tout ce qui nous arrive dans cette vie. Au jour du bonheur, réjouissez-vous. Mais au jour du malheur, méditons nos voies. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est vrai que la presse a bon dos, tout le monde nous charge des fois de tous les péchés du Togo, pour ne pas dire d'Israël, mais nous ne faisons que notre travail de vous informer au jour le jour. Merci d'être attentif à nos émissions. Le suivant, bonjour. Bonjour. Oui. Alors ça, vous allez bien? Oui. Oui, j'ai souvent constaté que on met en arrière-plan mes questions, si bien qu'on ne les répond pas très souvent. Je dis, ne voyez-vous pas que c'est une erreur que le gouvernement a commise en prenant de revers ou bien en mettant de côté l'Église, alors qu'elle constitue le point de sensibilisation le plus profitable, puisque les fidèles écoutent beaucoup mieux les prêtres, les pasteurs et autres que la manière dont ils sont en train de procéder en fermant l'Église, puisque l'Église ne constitue pas le lieu où bien l'endroit où coronavirus a pris son lit pour aller se coucher, étant donné que l'Église est capable de mettre en marche, en application les mesures barrières. Ne voyez-vous pas qu'il vaut mieux plutôt renforcer ou bien encourager le système immunitaire, la défense du système immunitaire en consommant ou bien en encourageant la population à consommer certains aliments plus efficaces? Merci, cher ami. Tout ce que vous dites là, c'est sur nos antennes que vous l'avez entendu. Nous parlons et nous vous faisons parler, mais la décision de fermer ou d'ouvrir ceci n'appartient pas à nous, journalistes. L'auditeur suivant, bonjour. Il est parti, mais il va revenir, n'est-ce pas, Michel? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je peux s'appeler. Bon, moi, pour la fête de commissaire Doyi, est-ce que les ministres qui sont là-bas, qui étaient là-bas, eux aussi, on doit les sanctionner?
Ça, c'est aussi une obligation. Ce n'est pas, donc le chef de l'État, il a fait quelque chose qui a été démis. Bon, concernant la Covid, je voudrais demander à notre invité sur le plateau de nous donner le rang du Togo par rapport au Sénégal, au Dakar, le rang que le Sénégal a eu aujourd'hui. Parce que dans ce pays, on dit que c'est le Togo seul dans le monde entier qui exécute, qui fait tout, qui fait, comment dirais-je, le truc là, le riposte, tout. Mais le Sénégal est à ce poste. Quel est le poste du Togo par rapport... Merci. Madame Adjodo va nous dire si on a fait un classement des pays dans la lutte. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui, bonjour à vous. J'aimerais poser une question juste au docteur. En fait, j'aimerais lui faire comprendre une chose. Vous savez, quand les professionnels donnent des chiffres techniques, la population, il y a certaines personnes qui comprennent, mais il y a d'autres qui comprennent pas du tout. Quand vous prenez 50 Togolais, vous avez certains qui viennent du village. Ce n'est pas une honte. Vous avez certains qui sont au marché. Ce n'est pas une honte. Vous avez la dame du marché. Quand elle prend les chiffres, quand on lui balance les chiffres, vous avez les chiffres depuis le début jusqu'à la fin, elle n'y comprend rien. Soit vous prenez, comment on appelle, le site. Dès le début, vous mettez la première page pour que tout le monde comprenne. Il y a tel cas et il y a tel nombre de morts. Il y a tel guéri. Et ensuite, en bas, vous mettez les chiffres techniques. Comme ça, ceux qui ont des vues techniques, quand ils prennent cela, eux, ils comprendront. Mais quand vous balancez tout en même temps, ceux qui sont dans le marché, le Zénigama qui n'a pas son diplôme, ce n'est pas une honte, je ne l'insulte pas non plus, qui n'a pas son diplôme. Celui qui, par exemple, le vulgarisateur, il n'a pas son diplôme, mais pourtant, il a l'Internet. Quand il prend les chiffres qu'on balance, ce que lui voit, ce n'est pas l'interprétation que le professionnel de la santé fait. Et ensuite, maintenant, j'aimerais dire, par exemple, vous, monsieur Sass, vous êtes journaliste. Combien le service anti-riposte vous offre en tant que journaliste pour l'immense travail que vous faites? Rien. Vous êtes des journalistes sur le plateau, tous là-bas. Vous parlez du Covid-19 tous les jours que Dieu fait. Et pourtant, on ne vous rémunère pas. Ils n'ont qu'à savoir que les médecins font le travail de la médecine. Mais pour communiquer au peuple, ce que la dame dit, elle peut parler 10 jours. Mais ce que vous, Sass, vous allez dire en 2 jours, les gens comprendront plus rapidement. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Nous terminons par le dernier. Nous répondons ensuite. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Pierre, j'appelle de Vaughan. Ah, mon Vaughan. Oui, ton Vaughan natal. Oui, allez-y. Je voudrais savoir si les frontières sont toujours fermées. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici au marché. On voit les camions Dangote apporter du ciment. Et on rançonne les gens qui viennent en funérailles ici au niveau de la frontière. Donc, je voudrais savoir si les frontières sont fermées ou bien sont ouvertes. Merci. Bonjour à tous les parents de Vaughan. Eh bien, Madame Adjodo, classement Sénégal-Togo dans la riposte à la Covid-19. Je ne maîtrise pas vraiment la classification de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que le Sénégal, les efforts du Sénégal portent plus que ce que le Togo aurait fait. Mais ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que la lutte se fait en fonction de ses moyens. Ce qu'on recherche, c'est l'efficience. Si le Togo arrive à contenir la pandémie sur cette terre, c'est déjà assez. Donc nous parlons en fonction de nous. C'est vrai que les pays de la sous-région peuvent se comparer, mais nous n'avons pas les mêmes ressources que le Sénégal pour aller faire une comparaison équitable là. Nous n'avons pas les mêmes tailles. La contamination n'est pas au même rythme. Chacun fait la politique de ses moyens. Voilà. Ensuite, l'épitérielle question de la réouverture des lieux de culte. Oui, nous voudrions que tous les lieux de culte soient ouverts au Togo. C'est une possibilité qui est en étude, mais nous voudrions avoir la possibilité déjà d'analyser ce qui est fait. Aujourd'hui, il nous a été demandé dans
l'identification des contacts des cas confirmés, d'aller vers ces lieux de culte également. Il nous faut des données à analyser pour aller prendre des décisions. Donc, souffrons du fait que cela pourrait prendre du temps, mais tout ce qui est scientifique demande qu'on soit minutieux. Donc, après la collecte de données, après l'analyse de la situation, on pourra voir si le gouvernement nous autorise à tout ouvrir. Merci. Mais déjà, il faut que nous puissions montrer que tout le monde a compris la situation, que tout le monde voudrait mettre en pratique les mesures barrières pour que le gouvernement entre en confiance ou voudrait libérer, parce que la force qui assure notre sécurité aujourd'hui ne peut pas suffire pour aller visiter tous les lieux ou pouvoir contenir tout le monde. Le Togo a sa stratégie. Aller pas à pas, aller vers une situation stable ou une situation antérieure, pas à pas. Merci. Donc, la complexité autour des chiffres communiqués au jour le jour, ça revient toujours. Oui, bon, essayons déjà de comprendre. Quand on publie les chiffres sur le site, il y a une partie où on a les détails, les chiffres du jour. Là où on montre combien de tests il a été, dans les 24 heures, combien de tests a été fait, on se sont révélés positifs, s'il y a eu des décès, s'il y a eu des guéris. Tout ça, c'est des chiffres qui sont donnés à chaque fois. Donc peut-être qu'il faudra qu'on nous expliquer à tout un chacun. Non, c'est pas on, là c'est vous ça. Ok. Non, au fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'on puisse communiquer sur comment lire ou comment utiliser le site. Donc vous allez nous apprendre à bien lire et comprendre les chiffres. Et à utiliser le site, au fait. Merci. Dernière question, faute de temps. Est-ce que les frontières terrestres sont toujours fermées ou Les frontières sont fermées. Les frontières terrestres sont fermées. Mais on voit les camions Dangote, les gens qui viennent des pays voisins. Au départ, on nous avait expliqué que tout ce qui concerne les marchandises sont autorisés. Ce sont les personnes, parce que le virus circule à travers les personnes. C'est une personne contaminée qui pourrait en contaminer une autre. Ce ne sont pas les marchandises. Merci. Donc, voilà. Merci, on va devoir s'arrêter la faute de temps. Jacques et Thierry, très rapidement, un auditeur voit 200 revenus sur Adoyi. Avec les traitements qu'on en fait, certains qui se réjouissent aujourd'hui et qui risqueraient de déchanter demain. Jacques ? Non, c'est pourquoi je disais il faut faire attention à l'homme. Quand vous avez des amis qui sont autour de vous, par rapport à certaines situations, il faut vraiment faire très attention. Et savoir ce que l'on veut sur cette terre et savoir là où également on va. Poser toujours des actes en pensant toujours à demain. Et se dire qu'à tout moment, tout peut arriver. Tout peut arriver à tout moment. Que ce soit un moment de joie ou de malheur, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer à tout moment, tout ce qui peut vous arriver. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut toujours avoir la tête froide et se dire qu'on pourra surpasser effectivement l'épreuve que nous sommes en train de traverser. Merci. Sur Adoyi, souffrez quand même qu'on dise que c'est avec beaucoup de peine au cœur. Hein. C'est un peu l'ingratitude de notre travail. Parler en mal de votre ami au besoin. Monsieur Adoyi, avec qui nous avons fraternisé spontanément par notre grande taille. Hein, nous avons fraternisé, mais le comportement de notre ami pose problème. Nous sommes les premiers à en avoir parlé publiquement. Nous ne nous réjouissons aucunement de la sanction qui le frappe, mais nous avons confiance en lui, en homme de talent. Il saura rebondir et nous tous, nous devons tirer des enseignements de cette mésaventure. Thierry ? Oui, tout à fait. Je crois que à l'heure même où nous parlons, il y a la passation de service qui est en cours puisque son poste a été confié au commissaire des douanes et droits indirects. Donc actuellement, M. Adoyi est en train d'effectuer la passation de service. Courage à lui parce que vous l'avez si bien dit, c'est un grand homme. Il a plein de qualités. Il a servi le pays comme il le pouvait. Ça relance même le débat sur le fonctionnement de l'OTR parce qu'on se demande si c'est le chef de l'État qui, par décret, doit le faire démissionner puisqu'ils ont été recrutés sur concours. Donc, et puis, vous voyez que le conseil d'administration dans tout ça là n'arrive pas à se positionner.
c'est compliqué. C'est compliqué, mais nous souhaitons vraiment que M. Adoyi rebondisse très rapidement. Nous le souhaitons du bien. C'est pas la fin du monde. M. Adoyi a son avenir devant lui et que nous tous, nous tirions des enseignements judicieux de cette mésaventure. Thierry, votre carton de fin d'émission, de fin de semaine? Pas de carton, juste interpeller le ministre Boukwesi parce que c'est revenu plusieurs fois. On ne sait pas ce qui se passe. Pour qu'il hésite, pour qu'on puisse aller à l'ouverture totale de tous les lieux de culte. Madame a parlé... C'est pas beaucoup ici, c'est tout le gouvernement. Avec non, attendez, il faudrait que lui puisse faire un rapport pour que le gouvernement ou le chef de l'État puisse aviser. Madame a parlé tantôt de données. On a commencé, ça fait plus d'un mois. Je crois que à cette date, on doit disposer de toutes les données pour qu'on puisse aller à l'ouverture totale. Parce que les autres pays... Oui. Madame a dit chaque pays va s'en... Ici au Togo, c'est le conseil scientifique qui, sur la base des données, fait des recommandations à la coordination parce qui que elle-même soumet... Jacques Lassi vient dire les gens sont soucieux et tout. Vous savez, quand on prie, on va dans les adorations, ça soulage. Je suis le premier à souhaiter aller prendre ma communion à l'église. Je souhaite vivement qu'il en soit ainsi. Jacques, votre carton de fin d'émission? Je n'ai pas de carton, mais je voulais encourager madame à voir le comité de lutte contre la Covid-19 parce que j'ai vu quelque chose, je crois que c'était mardi. Allons-y rapidement, Jacques. Mardi à Togo 2000, j'ai vu que la plupart du matériel qui a été offert à cette commission, le matériel la traîne là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on ne va pas distribuer ça aux endroits? Et on a stocké les gels, les bavettes, tout est stocké dans un entrepôt là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Eh bien, Madame Adjodo, vous allez transmettre la doléance de Jacques à qui de droit? Mais pour le moment, nous réceptionnons votre carton de fin d'émission. Carton vert pour féliciter quelqu'un, personne physique ou personne morale. Carton jaune pour mettre en garde. Et jaune pour... pas pour démettre, mais pour sanctionner. Je n'ai pas de carton. Vous n'avez pas de carton. Je voudrais juste nous exhorter tous, la population entière, à mettre en pratique, à veiller à la mise en pratique des gestes barrières, à nous aider dans cette lutte pour que nous arrivons à bout très rapidement. Tous en bonne santé. David Maobedjiro Reinhardt, en vous souhaitant bonne assemblée générale demain pour Educ Foot France Togo, votre carton? J'ordonnerai un carton orange. À qui? Au gouvernement togolais. Parce que nous sommes toujours dans l'attente de la reprise des activités sportives. S'il faut vivre avec le virus, il faut trouver aujourd'hui les voies et moyens. Pour nous remettre au football. Pas au football. À tous les sports. Merci, c'est fini. Bon week-end. Attention, observons les gestes barrières. Nous souhaitons vivement vous retrouver tous en bonne santé lundi prochain à 11h. Si Dieu le veut, Dieu le voudra, mais cela dépendra de nous. C'est pourquoi d'ici là encore, célébrons la vie à chaque instant.